Bonjour et bienvenue à cette session qui porte sur le module 6. Dans le module 6, nous partageons sur les modèles de valorisation. Alors, comme modèle de valorisation, on vient d'abord en introduction. Excusez là. Il y a encore fait la même erreur qu'hier. Parce que vous êtes connecté. Donc, en introduction, nous dirons que ce module va permettre la présentation du modèle de valorisation locale comparativement au modèle international de valorisation. Donc, il s'agit d'un modèle que le cabinet M2B a mis sur le marché et qui a deux co-auteurs, Roland Foucault et Denis Zuko. L'objectif recherché ici, c'est de permettre aux participants à cette formation d'apprécier l'intérêt d'adapter les concepts internationaux aux réalités locales. Parce qu'effectivement, c'est ce que nous avons fait, de voir comment la valorisation se fait à l'international et en fonction des difficultés qu'on a eues sur le terrain, dans le cadre de la création d'entreprises, nous avons donc généré ce modèle. Au niveau de... Donc, que faire après ce module? Comprendre que la compétitivité internationale peut s'appuyer sur un financement inclusif qui met en avant les mœurs locales, rompre le paradigme de la frustration et jouer franc jeu dans le sens premier d'un partenariat gagnant-gagnant pour rompre les habitudes enracinées et totalement erronées. Pour le porteur d'idées, il doit comprendre que ce constituer convenablement et solidement est un facteur clé du succès, gage de la pérennisation. Prendre acte que la valorisation d'un projet d'entreprise est quasi normale dans la logique des véritables entrepreneurs à succès. Ok, donc voilà ainsi décliné ce qu'on attend à la fin de ce module. Que les investisseurs et les porteurs de projets puissent véritablement passer à l'action et tirer parti d'une formation comme celle-ci. Ainsi, au sommet, nous aurons donc la valorisation locale en point 1 et en point 2, la valorisation financière internationale. Pour ce qui concerne la valorisation locale, nous commencerons par aborder le motif du concept avant de voir l'historique et les auteurs du concept. Alors pour les motifs du concept qui sont un peu comme un plaidoyer, il faut dire que c'est une méthodologie, une théorie ou un concept de mise en valeur du potentiel économique de nos entrepreneurs. Ce modèle de valorisation locale procédera par une vulgarisation pour acquisition de connaissances financières précises dans le domaine de l'investissement et en comparaison aux standards internationaux. Donc, comme pour dire que ce modèle que nous mettons en place, c'est un modèle pour lequel nous allons nous arranger, qui est un large partage. Nous allons mettre en place un système de duplication, de publication, de diffusion, afin que le maximum d'entrepreneurs en Afrique et même dans le monde entier puissent s'approprier ce modèle avec toutes ses vertus. Donc c'est un modèle de valorisation locale et d'ingénierie préalable à l'entrée dans les marchés financiers et boursiers, pas seulement comme investisseur, mais aussi comme créateur de valeur ou porteur d'idées.
Ça veut dire qu'à la fin de cette formation, ceux qui vont pouvoir comprendre ce modèle de valorisation peuvent facilement investir dans les projets, intervenir dans les projets comme investisseurs et aussi être en d'autres lieux porteurs de projets et d'entreprises qui peuvent bien sûr être cotés en bourse. Parce que globalement, le cabinet ne travaille, notre cabinet, après une vingtaine d'années d'exercice dans notre environnement, ne fait le choix aujourd'hui que de travailler avec des entrepreneurs ambitieux dans notre sens. Parce qu'on va vous dire, quelqu'un qui veut faire un chiffre d'affaires de 50 millions est ambitieux. Donc nous précisons bien ambitieux dans notre sens. Donc il faudrait nous convaincre que vous êtes ambitieux. Ce n'est pas seulement venir nous raconter votre façon de voir et que nous, on y adhère. Parce qu'en réalité, quand vous êtes ambitieux et que le cabinet accepte de vous prendre en charge, nous nous mettons dans votre projet comme partie prenante et la valorisation n'est que l'un des prestations ou services ou ingénierie que le cabinet M2B et tous ces groupes d'entreprises satellitaires met à votre disposition. L'option d'une certification s'assimile par conséquent à un plaidoyer pour la réussite des opérations de constitution des entreprises à leur création ou dans le cadre d'une restructuration dans notre environnement économique. Donc ça veut dire que nous voulons que lorsque les gens créent des entreprises, que ce soit vraiment des entreprises dignes de ce nom, des entreprises pérennes et durables. C'est pour ça que nous parlons des plaidoyers. Donc on veut que les gens s'approprient ce concept et que les choses puissent véritablement changer dans notre environnement. Pour ce qui est de l'historique de ce concept, donc nous sommes partis de l'histoire des levées de fonds foireuses du Made in Cameroun. C'est-à-dire on a vu beaucoup de jeunes qui ont fait des levées de fonds à sensation, de jeunes et des fois des moins jeunes. Je citerai là le CRIFAT qui a eu à faire des levées de fonds auprès du public. Je citerai dans le cadre du crowdfunding des personnes comme Raoul Zoum qui a fait des levées de fonds, comme le docteur Claudel Numbishi qui avait à faire des levées de fonds, Fabrice Fernand Fangwa, comme des personnes que nous connaissons, d'autres qui ne sont pas aussi forcément assez connues. Nous avons assisté à des levées de fonds de Flavien Kwacha, de Philippe Kwaya. Donc ils sont nombreux. Le cabinet JU, le projet AgroHot Femmes. Donc on a comme ça plein de personnes de notre écosystème entrepreneurial qui ont eu à faire des levées de fonds. Et à chaque temps, c'était foireux pour des raisons X ou Y. Toujours est-il que les leçons tirées de cette observation dans notre environnement nous ont permis de travailler pour en arriver à ce concept. Donc il faut aussi dire que nous avons observé les effets pervers et leur monétisation. Nous entendons ici par monétisation l'éducation que tous ces levées de fonds foireuses ont apporté à la population. Donc cette éducation que ça a apporté à la population permet en fait de créer un antécédent qui sera très bénéfique pour l'histoire économique de notre pays, pour l'histoire économique du continent, pour l'histoire économique du Cameroun. Parce qu'en réalité, ces levées de fonds n'ont été foireuses que parce que les porteurs de projets, les personnes qui ont été à l'auteur de ces opérations n'ont pas été comprises par notre environnement. Donc pour y apporter une solution, nous avons pensé à créer un concept comme celui-ci et à partager dessus. Donc pour finir en termes d'historique, un élément décisif a été un concours de circonstances que nous avons eu au cabinet M2B, où sur une opération de création d'un projet que nous appelons PCP El Pache pas loin, dont le promoteur est Yves Teringefa.
Nous l'avons mis en contact avec notre cabinet d'expertise comptable, David Partner, et la collaboration ne s'est pas très bien passée en termes de paiement. Donc, pour une raison X ou Y, le cabinet qui devait s'occuper de la levée de fonds du projet PCPL a abandonné. Et comme c'est nous, MDB, qui avions mis les deux entreprises en contact, nous avons donc pris sur nous de continuer avec l'opération de levée de fonds. Voilà donc l'histoire de notre première levée de fonds en 2021, donc de notre première soirée des investisseurs en 2021. Laquelle soirée des investisseurs s'est précédée d'un ensemble de choses qui ont permis à ce jour d'avoir un modèle relativement stable et qui a déjà fait l'objet, avant ce module, de 5 modules, et où nous avons présenté de long en large le modèle. Alors, les auteurs de ce modèle, ce n'est rien d'autre que Roland Foucault et Denis Zuko. Le but de ce concept innovant est de contribuer à la création des mythes positifs favorables au développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Donc ça, c'est des choses que les auteurs portent à cœur. Les théories développées, c'est-à-dire les principes et les mécanismes de ce modèle, tentent d'y arriver à travers un partage de connaissances acquises principalement par Roland Foucault pendant pratiquement 25 ou 35 ans et Denis Zuko pendant pratiquement 37 ans. Donc ce modèle que vous découvrez aujourd'hui, c'est le fruit du travail de 2 personnes, Roland et Denis. On a eu, je ne vais pas parler de nuits blanches, mais on a eu tellement d'échanges, tellement de discussions, tellement de projets. Parce que pour Denis Zuko, le cabinet M2B Conseil est en train de faire pratiquement 81 business plans. Et nous avons une cartographie de création d'entreprises où dans cette cartographie, on a plus de 120 entreprises que le groupe Zuko en constitution va créer. Et sur les 35 et sur la 120 d'entreprises, nous avons déjà une quinzaine ou des embryons pratiquement même d'une trentaine qui sont en cours. On a une société de spiritueux, de boissons alcooliques, qui fonctionne déjà. On a une société d'oléagineux qui fonctionne déjà. Une société aussi de fabrication d'eau et de glace dans plusieurs pays qui fonctionnent. Des cabinets, des sociétés d'ingénierie, bref, de notre expérience, il y a pas mal de choses, sans oublier, ça c'est peut-être les expériences actuelles. Mais par le passé, il y a des expériences dans le graphisme, dans la communication, une forte expérience dans l'élevage des poules et des porcs et tout ça. Donc c'est toute cette expérience que nous capitalisons et qui nous motive d'ailleurs à comprendre notre environnement et à voir comment adapter les comportements qu'on observe dans notre environnement à ce qui se passe ailleurs. Les co-auteurs aspirent à mettre à la disposition de l'écosystème entrepreneurial un nouvel outil d'analyse des dynamiques de création et des situations d'entreprise. Donc la prise en compte de cet outil pourra donc, nous l'espérons, apporter un plus aux divers acteurs. Ces acteurs, c'est qui? Donc qui sont les destinataires de cette formation, de cette certification, de ce modèle? Qui sont les utilisateurs? Nous avons les investisseurs, nous avons les porteurs d'idées, nous avons l'État et ses différents démembrements, nous avons les incubateurs d'entreprises, les banques, les bailleurs de fonds internationaux, les chercheurs, les enseignants, les business angels, les centres de formation professionnelle, les institutions universitaires et grandes écoles, les consultants, les avocats, les notaires, les fonds d'investissement. Bref, tous ceux qui interviennent dans le processus de création de richesse, de création de valeur et de création d'emplois. Donc voilà un ensemble de personnes que nous voulons toucher à travers ce concept afin que nos économies locales très pauvres puissent tendre vers l'émergence. Alors, quelles sont les particularités de ce modèle?
Les particularités de ce modèle, nous allons les partager avec vous à travers un extrait audio que vous allez commencer par suivre. Effectivement, il y a des similitudes au niveau des mécanismes, mais que les valeurs soient inférieures ou supérieures, ce n'est pas automatique. Parce que ce qui est déjà sûr, c'est que chaque méthode permet d'obtenir un résultat différent. Que ce soit dans la méthodologie internationale, la technique de soit les comparables, soit le business plan, soit le patrimoine, les valeurs sont différentes. Donc ça va de soi. Maintenant, que ce soit la méthode internationale ou la méthode locale, les valeurs seront encore différentes. Donc en fait, c'est ça. Donc, voilà, c'est pas selon inférieur ou supérieur. Voilà. C'est parce que la même chose que j'étais en train de dire. Je voulais parler, dire que comme nous n'avons pas l'habitude de faire des vraies déclarations, nous ne payons pas les impôts comme il faut, forcément, avec nos valeurs minorées, quoi. C'est toujours aussi sur les primes d'émission aux valeurs internationales où on déclare quand même. C'est pour ça qu'on n'utilise pas la méthode standard. Merci à nous. C'est pour ça que nous ne pouvons pas utiliser la méthode standard. Si on utilise la méthode standard, il y aura des frustrations. Vous vous souvenez de notre principe. Il faut un paramètre anti-frustration. Et c'est ce paramètre qui permet qu'il y ait un alliage entre l'international et la locale. Parce qu'effectivement, en termes de comparaison, justement, pas de comparable, en termes de comparaison, pour un Américain, par exemple, qui va investir au Cameroun, quand il va voir une entreprise, quand il va comprendre l'entreprise, il fera facilement une similitude avec, il fera une transposition avec une autre entreprise américaine. Il faudrait qu'il se retrouve. Et quand il se retrouve, puis maintenant, nous ici, on ne donne pas une valeur qui est proche de celle qu'il imagine par rapport à une entreprise aux États-Unis, c'est là où il va se créer la frustration. Nous, on va accepter et après, on sera frustré. Maintenant, eux, comme on est à 70 ans après les indépendances, les gens sont habitués, on a eu pas mal de procès avec Cicada, on a eu pas mal de qui sont venus localement et qui sont passés la figure. Du coup, les gens vont se rappeler que non, le Camerounais dit oui comme ça, après il va dire non. C'est donc ça, pour continuer cet effet de frustration et pour continuer sur le fait que nous ne pouvons pas avoir des informations fiables localement, nous mettons en place une méthode qui permet quand même de concilier l'international et la nationale. Donc voilà un peu ce que je dis, ou ce que nous disons. Ok, donc ceci dit, je pense que nous allons le but que je coupais son micro. Je suis là, je vous écoute. Il faut couper ton micro. Donc, je disais qu'il y a dans cette combinaison des deux méthodes, il y a cette méthode locale qui peut permettre d'allier la disparité qu'il y a entre l'international et la locale. Maintenant, supposons qu'on a évacué cette petite exposé ou ce distinguo entre les deux méthodes. On a découvert les deux méthodologies. Donc, ce que je voulais, là où je voulais attirer l'attention, ou là où je voulais qu'on fasse un focus, c'est qu'on est beaucoup revenu sur des situations qu'on vit actuellement au Cameroun. Je ne sais pas si dans d'autres pays en Afrique c'est la même chose, mais au Cameroun on vit des situations. J'ai fait quelques partages dans les groupes où Patricienne est, en l'occurrence dans FACOP A1, je crois. Dans FACOP A1, j'ai fait des partages où il y a des entrepreneurs qui lèvent le fonds et qui ça se passe mal. Il y en a qui fuient le Cameroun, le Canada, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Il y a pas mal de que nous connaissons, il y a pas mal de dossiers qui seront au tribunal. C'est pour dire, effectivement, et prendre la budget, ce que nous faisons vous épargne tous ces désagréments. Parce qu'il faut dire que la levée de fonds n'est pas tabou. Il y a toujours une levée de fonds. Et bon, je ne vais peut-être pas partager cette fois-ci certains faits avec vous. Sur le site internet de Boissy du Cameroun, il a indiqué que les frais brutiles, c'était des Français, je pense bien des Bretons, ont fait un levée de fonds pour les Boissy du Cameroun en 1948. Ils étaient assis sur leur véranda.
Tenez-vous tranquille, c'était en 1948, ils ont eu 88 souscripteurs. Ça, c'est sur le site internet des brasseries du Cameroun, dans historique. Les brasseries du Cameroun ont été créées par deux frères qui étaient sur la véranda à Douala Bonapiro, je pense bien. Et ils ont créé les brasseries du Cameroun en conseillant 88 personnes qui ont accepté de mettre leur argent ensemble. Ça, c'est en 1948, imaginez. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes juste en train de, je dis quoi, officialiser, ou je ne sais pas trop quel mot, en train de vulgariser, quoi. Nous sommes en train de vulgariser des pratiques qui sont très vieilles. À part ça, normalement, quand on crée une boîte, on peut voir peut-être son avocat, son banquier, on lui dit, est-ce que tu ne connais pas des gens qui peuvent accepter de mettre là? Et puis, ils mettent de l'argent, et voilà comment la société est créée. Comme vous dites, ce que nous faisons, c'est fait toujours. Au-delà des brasseries du Cameroun, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais nous vulgarisons parce qu'on permet d'atteindre, peut-être pas 100, mais on permet d'atteindre un nombre conséquent. C'est comme je l'ai dit peut-être à un moment. Je dis peut-être à un moment, c'est que pour Robert Africa, je pense qu'on va être à moins de 10 associés qu'il faut trouver, nouveaux associés à trouver. Pour ne pas dire 3 ou 4, pas beaucoup. Mais pour le Griadin, on va dépasser 50. C'est pour dire que c'est des pratiques. Maintenant, nous devons utiliser des méthodes qui permettent que d'ailleurs on puisse dupliquer. Et tout ça à l'intérêt de ce qu'on est en train de faire maintenant. Quelqu'un d'autre a un ou deux commentaires. Et puis, on va avancer. Ou bien on va boucler. Ah, c'est ok, hein. On peut continuer. Ok, donc vous voyez là qu'à travers ces particularités, nous avons en perspective la création de start-up, des hypothèses de certification. Ce sont les perspectives de ce modèle. Il y a deux start-up que nous allons créer. Une start-up pour faire les valorisations et une start-up pour superviser les formations dans la vulgarisation de plaidoyer. À un moment, il y avait des hypothèses. Non, il y a des hypothèses qu'on peut insérer dans le modèle de valorisation. Il y a la certification dont je viens de parler. Il y a les partenariats. Nous sommes en partenariat, on est en pourparlers avec GFN, avec Polytech Douala, l'incubateur de Polytech Douala et l'incubateur SIMA à Njombe Yaoundé de Norbert Montam. Et au niveau de... Et maintenant, il y a une gestion de la révolution à faire. Que dit la révolution? La révolution dit quand vous avez une idée innovante, elle est d'abord ridicule. Les gens s'en moquent. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que vous devez fixer un certain nombre de choses. Et qu'après, ça devient dangereux quand les gens commencent à comprendre jusqu'où vous êtes allé, jusqu'où vous avez poussé le bouchon loin. Surtout qu'ils ont un retard sur vous. Ils estiment que c'est dangereux en bien, quoi, pas en mal. Et plus tard, quand ça devient vulgaire et tout le monde pratique, on dit c'est évident. Tu dis non, c'est moi qui suis à l'origine. On dit donc laisse-toi, comment tu peux être à l'origine d'un truc comme ça là? C'est devenu évident. Donc c'est pour dire que ce soit le système scolaire, que ce soit les filières universitaires, que ce soit les cours, les centres de formation et les cours qu'on y produit, que ça ne tombe pas du ciel. Ce sont des personnes à un moment qui ont conçu ces cours et on les a mis dans nos cursus scolaires et de formation. Donc on peut dire que dans le cadre de la vulgarisation de ce modèle, nous allons aussi infiltrer le cursus scolaire afin que ce soit enseigné dans les écoles, dans les incubateurs pour capaciter les entrepreneurs, que les banquiers s'en approprient pour être vigilants là-dessus, et surtout que le système éducatif puisse prendre cela comme une contribution dans le cadre de la création des richesses dans nos économies. Ok. Donc, voici, on va dire, une capture de cet algorithme, donc une présentation de l'algorithme de valorisation.
À l'intérieur, il y a des interfaces, il y a certaines grandes fonctions, il y a des modules externes comme le business plan, dont on utilise les éléments pour venir renforcer le modèle, comme l'audit opérationnel, dont nous utilisons aussi les vertus ou les résultats pour fixer le modèle. Il y a aussi les résultats attendus dans le retour sur investissement, qui est bien sûr la garantie que les investisseurs vont rentrer dans leurs fonds. Comme perspective que j'ai eu à dire tout à l'heure déjà, il y a la création des startups, les hypothèses, les certifications. Donc voilà les next steps dans le développement de ce modèle. Maintenant, on a une capture d'écran qui montre à droite, qui montre en vert les différents onglets de l'algorithme. On a les indicateurs, on a les tickets d'entrée, on a les scénarios d'investissement, on a le projet en lui-même, donc le business plan. On a un onglet sur lotissement, sur les lots vendus et la balance financière. La balance financière ici, c'est un calcul qui permet de savoir ce que les ayants droit ont dans leur poche, que nous appelons poche arrière, dans leur compte bancaire à l'issue de cette opération, dans leur patrimoine, ce qui augmente leur richesse. Non, ici on parle de finance ou de cash. Quel est le cash que les ayants droit, ceux qui vont vendre, qui vont céder des droits lors de l'ouverture capitale, qu'est-ce qu'eux ils ont comme gain financier à la fin de l'opération? Parce qu'il faut le dire, une opération de valorisation a pour but de constater la création de richesses. Ça veut dire que à l'issue d'une telle opération, les ayants droit, les fondateurs ou ceux qui vont ouvrir le capital, l'objectif c'est forcément de leur mettre quelque chose dans la poche au lieu qu'eux ils se retrouvent en train plutôt d'aller chercher l'argent ailleurs pour venir mettre dans l'opération. Il faut aussi signaler que généralement on ouvre le capital quand l'entreprise a besoin de procéder à un investissement. Donc on a un besoin financier. Et justement, ce besoin financier est couvert en partie par l'apport personnel et en partie par des financements externes, dont la valorisation permet d'apporter la quote-part qui revient aux anciens actionnaires ou aux ayants droit, comme je l'ai dit, dans l'opération qu'il faut faire. Alors au milieu, nous avons donc une interface qui est l'interface par exemple de l'indicateur, où nous pouvons voir le taux restant, le nombre de pourcentages restants aux ayants droit au premier tour, le nombre de pourcentages restants aux ayants droit au second tour et le nombre de pourcentages restants aux ayants droit au troisième tour, donc à l'introduction en bourse. On a un exemple de coefficient de copromotion, les uns et les autres comprennent, qui est de 20%, un exemple de coefficient de compte courant qui est de 7, un exemple de coefficient de prime d'émission qui est de 3. La valeur nominale ici est de 10 000, pardon. Et enfin, on a l'interface de scénario d'investissement qui permet qu'on ait le lot A, un lot A qui est le lot de référence qui correspond à une action, un lot B de 50 actions et on en a 12, on a 8 lots C et chaque lot C a 100 actions, on a 6 lots C prime et chaque lot C prime est conçu de 200 actions et ainsi de suite. Et le total ici, nous voulons recruter 36 nouveaux investisseurs ou 36 nouveaux actionnaires. Donc voilà le but de la manœuvre. Recruter 36 nouveaux investisseurs ou 36 nouveaux actionnaires. Donc voilà pour ce qui était de la présentation de ce modèle de valorisation. Alors, pour ce qui concerne le modèle de valorisation internationale, nous avions mis à disposition un livre qui était censé être lu et puis on devait avoir un retour
de l'un des parties prenantes, de l'un des participants à cette formation. Malheureusement, on n'a pas eu de volontaire pour faire cet exercice. Il y en a quand même un qui s'est proposé. Il nous fera un vote. On va mettre dans le groupe. Il fera un vote dans le groupe ce soir ou demain. Toujours est-il que de façon générale, le financement d'une entreprise pour sa compétitivité internationale est une problématique qui requiert en temps opportun un préalable de valorisation. Ça, ce sont les propos de Franck Guifo, le directeur général du cabinet M2B Conseil. Comme quoi, la compétitivité internationale n'est pas seulement au niveau du gain des marchés ou au niveau d'une prestance internationale, c'est aussi au niveau de la mobilisation des fonds et de la constitution dès la création de l'entreprise ou lorsqu'on fait une restructuration. Et en conséquence, si on doit bien constituer, il faut donc qu'il y ait une certaine valorisation. Le mot valorisation, si quelqu'un est en train de suivre ceci, c'est qu'il a déjà suivi les 5 précédents modules pour bien comprendre de quoi il s'agit. La valorisation est rendue nécessaire par l'ouverture de capital, ça on l'a dit. Et cette ouverture de capital a pour bénéficiaire de nouveaux actionnaires. Et ça peut être en vue d'une fusion, d'une acquisition, d'une cession ou d'une entrée en bourse. Donc on vous l'a dit, quand on fait l'ouverture de capital, c'est parce qu'on a un besoin en investissement. Lorsqu'on entre en bourse, c'est parce qu'on recherche de l'argent pour investir. Donc c'est ça, il est question d'approximer au mieux la réalité économique via la détermination d'un prix de marché de la part de l'entreprise afin d'intéresser les personnes désireuses de rejoindre la barque fort du gage d'un futur glorieux. Donc ici, en fait, il faut comprendre que les investisseurs ne sont intéressés que par le futur d'une entreprise. Il faut les bluffer au maximum. Il faut les faire rêver au maximum. Et ce rêve-là doit leur être vendu. Il faut une vision et des stratégies pour atteindre cette vision. C'est ça qui attire les investisseurs et pas autre chose. Et ces investisseurs doivent être des personnes qui ont un intérêt dans l'activité de l'entreprise. Et c'est ça qui permettra qu'eux aussi viennent mettre à disposition leurs ressources. Et en conséquence, il faut déterminer un prix de marché que nous appelons le prix d'émission. Et c'est la valorisation qui permet de calculer le prix d'émission d'une action. Et le prix d'émission d'une action est composé par la valeur nominale de l'action et la prime d'émission de cette action. Et bien évidemment, n'oublie pas la contribution au compte courant attendu de cet actionnaire. Ça, c'est ce que dit notre modèle. Non, à l'international, c'est ce qu'on dit à l'international. Bref. Ainsi, que ce soit pour des fins spéculatives, un désir d'avoir l'entreprise en portefeuille, ou même d'y exercer un contrôle, les investisseurs sont toujours la cible de l'évaluation de l'entreprise. Donc, lorsqu'il y a valorisation, c'est parce que on sait à qui on s'adresse. Et la personne vers qui on s'adresse peut venir parce qu'il veut acheter des actions et revendre. C'est ça la spéculation, on appelle le trading. Il va acheter peut-être aujourd'hui à 1000 francs pour revendre dans 2 semaines à 2000. Alors s'il achète 1 million d'actions à 1000 francs et il revend 1 million d'actions à 2000, il y a quand même une plus-value conséquente. Surtout qu'à ce moment-là, il peut avoir une trésorerie qu'il veut mettre quelque part et faire fructifier. Et ce quelque part n'est pas à la banque. Parce que les taux d'intérêt bancaires sont connus. Donc ce n'est pas l'épargne qu'il veut faire. Il veut investir, comme on le dit dans son sens premier du mot. À côté de ça aussi, il peut avoir un désir d'avoir un portefeuille d'entreprise. Et votre entreprise est dans son secteur d'activité, le secteur où il vise. À ce moment-là, ça va l'intéresser.
Pardon. Et en dernière position, ça peut être parce qu'il veut contrôler l'entreprise. C'est-à-dire avoir des informations qu'il va utiliser en d'autres lieux. Et en tant qu'actionnaire, il a accès à l'information sur l'entreprise. Et toutes ces opérations sont bien sûr au-delà des contraintes de comptabilité interne. Comme vous dire, la valorisation va au-delà de l'approche patrimoniale uniquement. Alors, le cas pratique que nous pouvons partager, c'est le cas de valorisation de la société Fischco, Fischco qui appartient à l'honorable Abel Pountier. Nous avons travaillé sur ce projet. Fischco, c'est un projet de fabrication d'aliments pour poissons et d'élevage de poissons et autres. Nous avons travaillé dessus et un investisseur européen a requis le besoin de faire certifier cette valorisation. Alors, comme cette valorisation était faite en respect des normes internationales, le cabinet PricewaterhouseCoopers a été sollicité pour faire la due diligence, et au terme de la due diligence, ils ont donné leur rapport et leur note. Toujours est-il que le rapport de valorisation contenait la présentation générale, la présentation de l'entreprise, l'évaluation proprement dite de la société Fischco, et il y avait aussi des travaux d'ouverture de capital et les limitations qu'on a retrouvées dans le projet vis-à-vis du modèle. Donc, je vous remercie pour avoir écouté cette énième présentation. S'il y a des questions, je suis preneur. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Tu voulais dire quelque chose? Ta question c'est... Généralement, quand les gens s'expriment, il faut souffrir de les écouter jusqu'à bout. Tu prends des notes, tu as des zones d'ombre, tu poses. Que d'interrompre alors que c'est quelque chose qu'on va expliquer plus tard. Quelqu'un d'autre a une question? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va donc mettre fin à ce énième module qui portait sur les modèles de valorisation.